Ça dépend de ce qu'on appelle le mot réactionnaire. Pour moi, il n'a pas le même sens qu'il pouvait avoir dans les années 70. Donc, dans les années 70, peut-être même 80, que sais-je, je me serais senti profondément assez insulté. Et là, j'aurais envie de te répondre, réaction envers quoi? Si c'est réaction envers le monde, ce qui est en train de se passer, comment il est en train de devenir, donc, dans ce cas-là, je veux bien être réactionnaire, quoi. Parce que franchement, je pense, on nous a promis, tu vois, je veux dire, les fusées dans la rue et tout ça, on nous a promis, les hippies nous ont promis l'ère de l'Aquarius. Je veux dire, bon, avant, dans les années 50, on disait ça va être formidable, il va y avoir des fusées dans la rue et tout ça. Et on en est bien loin, comme chacun sait, et je pense qu'on rentre dans un long gouffre, une sorte de Moyen-Âge, au lieu de, voilà. Et que la Renaissance attendue, c'est pas demain la veille. Et je pense effectivement, je suis réactionnaire contre tout ça. Je suis réactionnaire contre les effets pervers d'Internet, parce que je pense qu'Internet a des effets pervers. Internet, c'est la seule chose que la science-fiction n'avait pas prévue. C'est-à-dire Jules Verne ou les grands auteurs de science-fiction, ils avaient tout prévu et ils avaient eu le temps de faire de la philosophie dessus. Tu vois, science sans conscience, ni que ruine de l'âme, tout ça. Et là, tout ce qui se passe, la dématérialisation complète de tout, l'immédiateté, enfin, Internet, on le vit au présent et ça n'a pas que des points favorables, loin de là et tout, quoi. Donc, je pense qu'il est urgent d'être réactionnaire. Alors, d'accord, oui, j'admets. Oula, alors je dirais un truc sur l'Europe. C'était quand même le fantasme de grands démocrates bien connus comme Adolf Hitler, Napoléon, je veux dire Charlemagne, et je dois en oublier au passage. Donc l'ouverture des frontières et la mondialisation, quand c'est pour arriver, ce qui est le cas, à une société à deux vitesses avec des ultra-riches qui vont vivre dans un ghetto et entourés de pauvres hostiles, tu vois, je veux dire, bon, et pour moi c'est ce qui... C'est la mondialisation et tout, ça va être ça le résultat. L'ouverture des frontières, ça va être des ordres de pauvres désespérés qui vont essayer à tout prix et à coups de machette, de serpe ou de cutter, ce qu'ils auront dans la poche, de rentrer dans le Graal, dans le Saint des Saints des ultra-riches. Donc voilà, je veux dire, c'est derrière les belles idées, les beaux mots et tout ça, il y a une réalité. Et je veux dire, le capitalisme a le défaut, je crois que c'est Coluche qui disait ça, d'être le système le moins pire. Je veux dire, donc il faut voir ça d'une manière très malheureusement cynique. Voilà, et la mondialisation et l'ouverture des frontières, on voit le résultat tous les jours. On voit du malheur et de la misère. Avec plaisir. Ben, le Golf Row, quand j'avais 13-14 ans et tout, je veux dire, d'abord c'était la boîte de rock légendaire, hein, je veux dire, dont on suivait les aventures de Rock'n'Fall qui avait démarré depuis pas très longtemps, d'ailleurs un an ou deux, et tout ça partout. Et donc, moi, évidemment, j'étais passionné, fasciné, et je pouvais y aller, parce que c'était ouvert le dimanche après-midi, même à l'âge de 13 ans, parce qu'à l'âge de 13 ans, mes parents ne me laissaient pas sortir le soir. Et il y avait des groupes qui passaient, j'ai vu plein de groupes, bon, souvent français, bien évidemment, mais pas que, formidables. Donc, le Golf Row, j'y suis allé toutes les années de ma prime adolescence, quand j'avais 15-16 ans, 17 ans, et c'était donc un endroit formidable. Après, j'ai joué, j'y ai introduit le punk rock avec Metal Urbain que j'avais invité, ce qui d'ailleurs a fini en bagarre mémorable. Mais donc le Golf Row, c'était un endroit magique et tout. Et par exemple, les héros de mon bouquin, pour qui j'ai beaucoup de tendresse, ils ressemblent beaucoup à des musiciens que j'avais vus à l'époque et qui s'appelaient Heavy Moonshine, en fait. Donc ça m'a amusé de les appeler Moonshiners. Et le héros s'appelle Guy pour plein de raisons. Et dont une, coïncidence, le chanteur-guitariste des Heavy Moonshine s'appelait Guy. Et quand j'avais 14-15 ans, je le voyais au Golf Row, je veux dire le dimanche après-midi, après, et le vendredi et le samedi soir, n'est-ce pas, quand j'étais juste un petit peu plus grand. Après, il y a eu le Gibus, où je suis allé comme gamin, comme client, et après comme acteur. Je veux dire, c'était les deux boîtes rock de Paris. Le Golf Row, comme on sait, c'est là où, entre guillemets, démarrait Johnny Hallyday et tous les groupes de twist formidables du début des années 60. Le Gibus a commencé plus tard, en pleine période hippie, et a accueilli toute cette scène de l'époque. Donc voilà, le Gibus existe toujours. Bon, je crois que c'est plus ou moins une boîte techno depuis 15-20 ans. Des fois, ils font des soirées machin, mais bon, disons que j'ai plus trop l'occasion d'y retourner, malheureusement d'ailleurs, parce que ce serait avec plaisir.
Et quand le golf, il est fermé depuis 81, comme on sait, et tout ça. Mais voilà, il n'y a plus qu'une plaque qui dit ici était le golf de Rouault. Le groupe que j'aime bien en ce moment, bon, une fois n'est pas coutume, on va dire, c'est deux filles qui s'appellent Larkin Poe, qui font une sorte de blues moderne, façon Jack White et tout ça. Donc bref, je trouve ça brillant, et il n'y a pas grand-chose que je trouve brillant en musique en ce moment. Donc là, déjà, Internet en parle, je veux dire, il y a des commentaires sur Facebook, des choses et tout ça. Avant, pardon pour les avant les guillemets, mais ça aurait mis 2 ou 3 mois. C'est-à-dire, il y aurait un type qui habitait là-bas, comme Philippe Garnier, qui les aurait vus sur scène, aurait écrit de Rock'n'Folk, il y a des gens formidables, voilà, il aurait raconté ça, ça aurait fait saliver et flasher tous ses lecteurs, et après, 3-4 mois après, quand le disque est sorti, donc le culte, la légende, tout ce qui fait l'étoffe des héros, n'est-ce pas, aurait eu le temps de monter. Là, c'est tellement immédiat que c'est grillé avant d'exister, presque. Je veux dire, Larkin Poe, voilà, elles doivent être déjà programmées pour le prochain Rock en scène, pour je ne sais quoi, les vieilles charrues, la route du rock, et je ne sais quoi encore. Et donc cette immédiateté, bien sûr que c'est un vrai problème. Et je veux dire, bon, les mensonges d'Internet commencent à se voir. C'est-à-dire que il y a encore 3-4 ans, les gens disaient « Oui, mais c'est formidable que tout est gratuit, voilà, c'est génial, la culture est accessible pour tout le monde, cette grande bibliothèque mondiale, voilà, et tout. Et on va pouvoir se passer du show business et du reste, on va mettre nos vidéos sur YouTube et on va devenir des stars et tout ça. » Bon, on s'est aperçu que tout ça, c'était des conneries, parce que dans un système capitaliste, tu n'existes pas sans argent, tu n'existes pas sans promotion, tu n'existes pas sur tout ça. On va dire, bon. Et donc, je veux dire, un groupe de rock, même, fut-il excellent, je veux dire, bon, il s'emmerde à monter sa vidéo, son clip, fait avec des amis, il enregistre, imaginons, il met ça sur YouTube, bah, il est perdu dans la masse. S'il n'y a pas quelqu'un dont c'est le boulot de le repérer et de dire, ah non, mais attendez, cela, c'est une autre affaire, et tout ça, quoi. Donc voilà, on est perdu dans une profusion d'informations, et trop d'informations, c'est bête à dire, mais tue l'information, quoi. Et d'une autre manière, moi, je n'en peux plus de lire des articles, je veux dire, dans les plus grands médias et tout ça, je veux dire, recopier de Wikipédia avec les erreurs, quoi. Parce que bon, il y a 2 ou 3 domaines que je connais un petit peu, comme, imaginons, la littérature française décadente du siècle dernier, ou certaines périodes du rock ou de la pop ou du blues. Bon, je connais un petit peu, donc je peux repérer quand il y a des erreurs. Et l'erreur de Wikipédia, elle se retrouve essaimée dans le Nouvel Obs, dans les Arocs, dans machin, dans tout ça. Donc les mecs recopient Wikipédia, voilà, tout simplement. Et alors que le vrai boulot, le boulot, par exemple comme un boulot d'écrivain, je veux dire, quand... bon, désolé de me citer, mais là je sais que je voulais parler de l'histoire du gauchisme en France, parce que c'est quelque chose de vraiment étonnant et intéressant. Donc bah, j'ai racheté des livres, j'ai relu des livres, je me suis voilà, renseigné à fond sur l'époque, le truc, les dates, les machins et tout ça. Quelqu'un comme Jaéneda, quand il écrit un livre, je veux dire, bon, qui refait une enquête, il met 2 ans, je veux dire, il va aux bibliothèques, dans les villes où s'est passé le truc, voilà, il y passe 2 ans, il ne recopie pas Wikipédia, le mec, quoi. Voilà, et ça fait une différence énorme. Donc oui, tout ça pour dire, quelle était la question? Oui, bon, bah, que Internet, malgré les quelques avantages réels qui sont, effectivement, tu peux communiquer avec des gens via Facebook, via, voilà, que tu pourrais avoir perdu de vue, ou ça serait moins simple de voilà. Moi, j'ai plein d'amis virtuels, j'en ai même 5000. Enfin, des vrais amis, j'en ai peut-être 15, 10, 2, 3, 4, enfin pas beaucoup. Mais Facebook m'a permis de communiquer avec plein de gens intéressants, où ça n'aurait peut-être pas été aussi simple. Là, tout à l'heure, je parlais des Heavy Moonshine, qui ont inspiré en grande partie mes héros. Et je me suis fait un plaisir d'écrire à l'ancien chanteur des Heavy Moonshine, qui existe toujours, qui est une panthère grise, alors s'il y en a une, c'est bien lui, qui fait des concerts dans sa province, là-bas, je ne sais où, et tout ça. Et je lui ai dit, Guy, on ne se connaît pas, j'étais... lui m'a répondu, moi je te connais. Bon, mais a priori, on ne se connaît pas personnellement. Moi, j'étais un petit client du Gold, j'étais vu sur scène et tout ça. Et tu sais, je suis en train d'écrire un livre
peut y avoir des trucs de ta vie ou des coïncidences, donc je préférais le prévenir, que le type, les gens ne me disent pas « tu sais, lui, il t'a piqué ta vie », enfin, les gens, ils sont tellement... Bon. Et donc, lui, il m'a dit « Écoute, tu fais ce que tu veux, au contraire, je considère ça comme une... voilà, un honneur, un bonheur », enfin bon, il a été évidemment adorable. Et donc, voilà, Internet, ça permet ça. Sinon, j'aurais dû retrouver son adresse, machin, lui faire une lettre, aller à la poste, que sais-je. Bon. Mais les avantages sont bien minces par rapport aux immenses inconvénients. Ben, c'est pas con. Parce que je veux dire, effectivement, c'est un peu pareil comme en musique. Comme on dit que les 200 personnes qui ont acheté le premier disque du Velvet Underground ont tous fait un groupe. C'est Eno, je crois, qui s'appelle Brian Eno et tout ça. Et effectivement, on a les lecteurs qu'on mérite. Et je suis stupéfié par l'orthographe, évidemment. Je suis un vieux con, donc moi, je veux dire, le manque d'orthographe me navre. Et voilà, mais de toute façon, c'est pas bien grave, parce que les gens ne lisent plus, ou si peu. On parle beaucoup de livres, de toute la cuisine et tout, mais la réalité des ventes, je parle des vrais livres, hein, je parle pas de Marc Lévy. Hein, je veux dire, bon, en fait, c'est pas si terrible. Hein. Comme les disques, en fait, c'est pitoyable, mais c'est un secret très bien gardé pour que la machine continue de tourner. J'ai connu les premières féministes, les vraies féministes, celles qui brûlaient les soutiens-gorge, qui se baladaient dans la rue et tout ça, et qui faisaient pas comme la fameuse députée écolo, bien connue, du genre quand un gros lourdingue veut l'embrasser, bon, elle en fait un livre en disant vous vous rendez compte l'offense, ce qui me paraît une insulte à toutes les filles qui se sont vraiment violées avec un cutter sur la gorge et qui savent ce que c'est qu'une vraie agression sexuelle et un viol. Elle, bon, un petit député écolo bedonnant cravaté ne devait pas être bien dangereux. Il lui aurait foutu un coup de pied dans les couilles, pour ne pas parler, ou une gifle, on n'en parlerait plus. Bon, donc, toutes ces histoires de genre, de féminisme et tout ça, je veux dire, le vrai féminisme, c'est quelque chose de nécessaire, de formidable, et actuellement, c'est comme tout. C'est comme, faut pas fumer, faut pas ceci, faut pas cela, mais quelle honte. J'en arriverais presque à défendre Bertrand Cantat que je peux pas encadrer. Alors bon, pas pour ce qu'il a fait, parce que c'est immonde, quand on mesure 1m90 et que la fille mesure 1m55, de lui cogner avec ses poings jusqu'à la tuer, ce qu'il a fait. Donc, absolument immonde. Mais je vois la réaction à la couverture des Inrocks, et en plus, j'aime pas les Inrocks, même pas, mais elles sont... J'en arrive au truc, à dire non, mais foutez la paix aux Inrocks, et puis ce disque existe, il va sortir, il est tout pourri. Voilà, c'est une pauvre chanson sur les migrants, un essai de pop raté, mais c'est normal qu'un journal d'information en parle. Bon, l'article est peut-être complaisant, je ne l'ai pas lu encore. Mais donc voilà, donc le politiquement correct, je veux dire, tout ça, effectivement, bien sûr que c'est insupportable. Et ce truc de genre, là, quelle connerie. Je ne connais pas une écrivain digne de ce nom, Virginie Despentes ou je ne sais pas qui est là à dire « Oui, mais même, mettez-moi écrivain. » Oh. Pathétique. Ben, je pense pas, parce que la gentrification ne peut que gagner pour des raisons économiques absolument évidentes. Hein. Genre donc, voilà, moi je crois que le dernier bar rock de Pigalle qui s'appelait Le Scandale, veut dire qu'il était dans une petite rue à côté, bon, où c'était à peu près la fête tous les soirs, et ce Cherben qui était le tenancier était un personnage rock'n'roll, s'il en est, dirais-je. Bon, disons qu'on a vu mourir le Pigalle, quoi, ces 5 dernières années, et que maintenant... Voilà, et effectivement, j'en parle beaucoup dans ce livre parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, Pigalle, Sauce Pigalle et tout ce qui s'ensuit, et que je vois tous les bars à entraîneuses fermés les uns après les autres, je veux dire les restaurants sympathiques et tranquilles tout faire pour laisser place à un monde voilà, où il n'y aura même plus d'ailleurs de petits commerçants, puisque tout se vend sur Internet. Mais même quelqu'un comme moi, je veux dire, ce matin, anecdote, j'avais besoin de fer pour mes bottes. Voilà, parce que je mets toujours des bottes à talons, donc si je ne mets pas de fer, ça s'use. Et en 2 clics d'Internet et en un coup de PayPal, voilà, ça y est, je me ferai livrer à domicile. Donc les boutiques ne peuvent pas vivre par rapport à ça.
c'est impossible. Même toutes les boutiques d'instruments de musique, qui est la spécialité, une des spécialités de Pigalle depuis 1900, hein, depuis toujours, je veux dire, bon, elles se retrouvent avec une concurrence terrible sur Internet, ou que ce soit la Fender Vintage de 66 ou la Fender d'aujourd'hui, de toute façon, elle est moins chère sur Internet. D'accord, on ne peut pas l'essayer, mais ça vaut le coup de tenter le coup. Voilà. Et pour les fringues, pareil, j'ai même plus de fripier vintage et tout ça, mais j'ai des sites internet anglais où je trouve tout mon bonheur. Et donc, mais tout cela, ça va tuer la rue. Parce qu'une rue, c'est fait avec des commerçants, c'est fait avec des tabacs, c'est fait avec tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir qu'est-ce qu'on va avoir? Des quartiers piétonniers avec que des Zara, des H&M et tout ça, et puis un petit manège là, au milieu, comme il y a dans toutes les villes de province qui se ressemblent et tout ça. Je veux dire, donc voilà, je ne me rappelle plus la question, mais j'espère y avoir répondu. La plus sympathique, c'est le mot. Je sais bien que le code de l'honneur, je veux dire, et surtout dans les films, dans le cas sur Rebif et dans tous les autres films, et dans toute cette mythologie, avec Jean Gabin, Lino Ventura et Blier et tout ça, et que la réalité était un peu plus complexe. Mais je pense que Bruno Sulaï, que Mérine et les autres avaient quand même une autre gueule et une autre manière de faire. Maintenant, c'est compliqué, parce que je veux dire, par exemple, je crois, comme beaucoup de flics et tout, que l'herbe, le trafic d'herbe, est indispensable. Ça fait vivre les gens, c'est-à-dire dans une période comme ça, aussi terrible économiquement, ils n'ont que ça pour vivre. En banlieue, ou même pas si loin, à Barbès. Hein, je veux dire, à Barbès, t'achètes du Subutex, t'achètes tout ça, comme qu'ils rigolent. Je veux dire, bon, et si les flics interdisent ça, ils n'auront qu'une solution, les vendeurs en question. Je veux dire, c'est de braquer le sac des petites vieilles. Parce qu'il faudra bien qu'ils trouvent leur blé. Et les fameux migrants, moi je me mets... alors, attention, dangereux, n'est-ce pas, mais on y va. Je m'imagine parfois un migrant. J'arrive dans une ville étrangère, j'ai pas un rond en poche, j'ai rien. Qu'est-ce que je fais? Je vole, je braque, je me débrouille, parce que je veux survivre. Et c'est excusable. Et quand on est fauché, quand on n'a pas un rond en poche, on a toutes les excuses du monde. Donc voilà. Et les truands à l'ancienne, c'est comme les rockers, c'est du folklore, maintenant ça n'existe plus. On les compte sur le doigt de la main, c'est la chanson d'Eddie Mitchell, et s'il n'en reste qu'un. Je serai celui-là, et c'est la faute à Ringo. J'ai vu ça avant de sortir, justement. Donc, je ne me suis pas encore assez renseigné sur le sujet pour ouvrir ma gueule. Mais je me méfie énormément de ça. Je veux dire, par exemple, il y a c'est comme quand on dit oui, mais Proust, quel salaud, il avait soudoyé tous les critiques de son époque et tout ça, nanana, avec quelle honte et tout ça. Tout le monde le faisait à l'époque en 1900. Donc voilà, donc j'ai peur que ça soit encore un truc d'ignorant qui ferait mieux de lire lire des livres d'histoire que de relire le Wikipédia, quoi. Parce que si on dit des conneries sur Proust, on peut bien en dire sur Audiard. D'abord, sur Rochefort, c'est l'ignorance. Déjà, quand on voit sa carrière, c'est simplement pas passé comme ça. En plus, c'est un type quand même qui a dit, et ça, voilà, on lui parle de ses chevaux et tout ça, peut-être, mais dans les interviews, il dit, vous savez ce que c'est, les gens qui vivent avec le RSA, ou c'était le RMI à l'époque, qui ne gagnent que 500 € par mois, vous imaginez, vous vivre avec 500 €. Donc voilà, genre, le grand bourgeois sur ses chevaux, c'est un cliché. Et Rochefort a eu une carrière formidable, et il a joué dans des films au moins aussi forts que les quelques vrais films de la Nouvelle Vague, parce que la vraie Nouvelle Vague, ça n'a pas duré si longtemps, et c'est assez peu de films. Je veux dire, tous les garçons s'appellent Patrick, Jean-Luc Godard. Je veux dire, bon, ça, les Mistons et tout ça, ça n'a... Déjà, Truffaut, quand il tourne les 400 coups, ce n'est plus la Nouvelle Vague, c'est autre chose. Donc, Jean Rochefort a été à l'époque au conservatoire, avec Belmondo, Marielle et tout ça, et il a mis longtemps à s'imposer comme acteur. Donc c'est carrément de l'ignorance, déjà, de dire ça. Et sur cette culture, il y a la culture française, que ce soit Proust, Jean Rochefort, ou qui on voudra. Dire, bon, ils peuvent toujours chercher à la détruire. J'espère qu'il y aura toujours des gens pour la défendre et tout ça. Mais je pense plutôt que c'est à travers de notre époque, à travers une volonté comme ça de surenchère, c'est-à-dire déboulonner les idoles, déboulonner les mythes, ça fait du buzz, ça fait, tu vois, c'est le côté putaclic de la chose et tout ça. Ah, mais ce Rochefort que vous adorez, c'était un putain de grand bourgeois. Ah, mais Audiard qui vous prêtait tant de talent et tout ça, c'était un salaud de nazi. On va dire, bon, voilà. Et quand on fouille et quand on s'intéresse à la chose et qu'on lit les livres,
on voit que l'histoire, c'est pas ça. C'est déjà un peu le cas. Je veux dire, il y a des marchés à Nîmes, je veux dire, où tu ne peux plus vendre de robes courtes ou de vin, parce que tu te fais casser la gueule. Donc les commerçants, bah, ils vont plus au marché de Nîmes. Voilà. Et puis j'ai oublié les marchands de jambon et de tout ça. Mais là, ça nous emmène sur un terrain glissant, je le sens bien, je le sens venir. Ouais. Ce livre est dédié à Nadir Merabé, qui a existé, qui a été un ami à moi, même mon grand frère, le grand frère que j'ai pas eu, je peux le dire, c'était ça. Et qu'un des personnages s'appelle Nadir, parce qu'il y avait une parole qu'on n'entend jamais. On disait ce roman, c'est l'occasion de la dire, cette parole, qui est qu'il y a 20 ou 30 ans, tout le monde, et surtout les gens d'Afrique du Nord, les Arabes, entre guillemets, tout ça, s'en foutaient de l'islam. Mais vraiment, quoi. Dire, ça n'existait pas, comme nous, le catholicisme, et pourtant j'ai grandi dans une école de curés, je veux dire, était en train de disparaître, on s'en foutait de la religion, voilà, quand la fameuse phrase et tout ça, et le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas, on disait, mais de quoi il parle? De quoi il parle? C'est un truc de ringard, du passé, quoi. Dire, bon, et voilà, donc ça, c'est une des grandes mauvaises surprises de notre époque, que quand tu vois une photo de l'Afghanistan, une photo d'une rue d'Afghanistan en 68, tu vois des jeunes filles en mini-jupe qui fument une cigarette dans la rue, et maintenant, tu vois les mêmes, hein, du même âge, je veux dire, des jeunes femmes, qui pressent le pas, le dos courbé et voilé. Voilà. Donc, je pense avoir été clair. Les panthères grises, c'est à cause des cheveux gris, tout simplement. Il y a eu des panthères noires, des panthères électriques, des panthères roses, tout ce qu'on veut. Maintenant vient le temps des panthères grises aux cheveux gris. Et je pensais que les gens arrivés à la retraite maintenant, qui ont connu ce qu'on peut appeler l'ancien monde, je veux dire, donc voilà, et c'est le dernier moment où ils peuvent encore faire quelque chose. Et c'était un peu la révolte ou le refus de se soumettre, appelle tout ça, de ces gens qui ont connu l'ancien monde et qui voient le nouveau arriver, je veux dire avec beaucoup d'inquiétude. Et donc mes héros, c'est deux types qui refont le groupe de rock de leur jeunesse, comme il y en a plein sur Facebook, c'est très bien ainsi, et d'un ancien truand dans son troquet, et d'un gauchiste désespéré, parce que il a grandi depuis ses 14 ans avec l'idée de révolution, l'idée de futur, avec voilà, et que rien de tout ça n'est arrivé, et que c'est son drame. Donc voilà, et c'est un livre qui se veut un roman de société, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'aujourd'hui, on parle aussi de Top Chef, de nourriture, de Cyril Hanouna, des barbecues au Weber, et de je ne sais quoi encore. C'est-à-dire, ça parle de l'ancien monde, mais les pieds à plein, comme ça, profondément ancrés dans le présent. Et ça raconte le présent. Voilà.